d'ailleurs un froid par rapport aux hommes de l'opposition du Tchad qui, pour eux, ne voient pas d'un bon œil cette déclaration du président Emmanuel Macron. Qu'en deviendra-t-il au Tchad du moment où le Conseil militaire de transition a décidé de prendre les commandes du pays pour une durée de 18 mois. On en parle tout au long de ce programme. Également, cette semaine, on a suivi avec beaucoup de regrets le décès de la première dame, Germaine Aïdjo, qui s'en est allée. Que deviendra donc les restes de son défunt mari du côté du Sénégal où elle-même elle a été enterrée? Madame, Monsieur, voici le menu principal de Canal Presse. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont 4 pour nous permettre de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette actualité. Ce sont des diplomates, des hommes politiques, des universitaires qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau. On va commencer par présenter l'homme politique qui représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Honorable Soba Bengono, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Je salue tous vos nombreux téléspectateurs. Je salue les compatriotes sur ce plateau. Merci à vous. Cette semaine, on a suivi une campagne engagée par le gouvernement sur la vaccination contre la Covid-19. Les membres du gouvernement ont défilé tour à tour, question d'appeler les populations qui sont un peu réticentes par rapport à cette campagne de vaccination. Vous pensez que c'était louable, ce genre d'initiative? L'initiative est louable parce qu'elle a pour but de susciter l'adhésion à la campagne de vaccination. Il faut savoir que tout système de santé sérieux doit offrir aux populations 3 perspectives. Une perspective de santé préventive, c'est la vaccination. Une perspective de santé sur les soins et une perspective de santé sur le palliatif. Donc, depuis 1 an, la maladie est là. On s'est attelé à offrir uniquement la perspective de soins en termes curatifs. Donc, il était bon que pour continuer à lutter durablement et efficacement contre la pandémie, qu'on offre également la perspective de santé qui est sur le volet préventif. La vaccination ne concerne d'ailleurs pas que le coronavirus. Il y a d'autres maladies qui sont ciblées par la vaccination, notamment en ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans. Vous savez que la vaccination a permis d'éradiquer ou de maîtriser 7 grandes maladies, le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la rougeole, la variole. Donc, c'est vraiment une perspective que les populations doivent accueillir avec beaucoup de sérénité et de responsabilité, en sachant, et je conclue là-dessus, que la vaccination est d'abord un acte médical. Donc, il est souvent prudent de s'assurer que votre médecin vous prescrit un vaccin bien précis plutôt qu'un autre. La vaccination n'est pas une prescription politique, mais la responsabilité des politiques, c'est d'offrir le plus large éventail de vaccins possible pour répondre aux besoins des populations. Honorable Somba Bengono est par ailleurs député de la Nation, membre du Conseil supérieur de la magistrature. Un autre homme politique peut en cacher un autre. Lui, il représente le PUR. C'est le tout premier secrétaire du PUR, Serge Espoir Matomba. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous nos co-panélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de Canal 2. Alors, sur ce point de vaccination, campagne lancée par le gouvernement, on annonce également dans la foulée un médecin, parce que c'était le personnel médical qui était en avant-garde, qui devrait être vacciné. Un médecin qui aurait reçu sa dose serait mort 1 semaine plus tard. Ça craint pour cette campagne? Nous avons toujours appelé à la prudence en ce qui concerne les vaccins. Pas uniquement les vaccins concernant le coronavirus, aussi d'autres vaccins. Vous savez que les effets secondaires d'un vaccin peuvent véritablement se vérifier après au moins 14 ans. Pas après 1 an, pas après 2 mois. Et on sait qu'on a des pathologies ou alors des maladies, si vous voulez, qui datent d'au moins 40 ans dont on n'a pas pu développer des vaccins jusqu'à ce jour. On a des maladies qui font des ravages dont on n'a pas pu arriver à développer des vaccins. Et quand on voit qu'avec le coronavirus, en moins d'1 an, certains laboratoires se sont lancés
je ne dirais pas dans la précipitation. C'est vrai qu'il faut éradiquer ce virus de malheur qui nous cause beaucoup de tort, mais on peut mettre sur pied, n'est-ce pas, ces vaccins. Nous avons beaucoup appelé à la prudence. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans une de nos sorties, une des premières concernant ces vaccins, nous avons appelé le gouvernement à ne pas le rendre obligatoire aux Camerounais et à laisser la possibilité aux Camerounais de faire le choix. Parce que si nous mettions, il y a quelque temps, ou même si nous le faisons encore aujourd'hui, parce qu'il n'est jamais trop tard, un accent sur notre pharmacopée, vous verrez que la plupart des plantes que nous avons au niveau national, au niveau local, parviennent, n'est-ce pas, à nous prévenir de certaines maladies et même à guérir plusieurs. Donc il faut, n'est-ce pas, qu'on se lance véritablement dans la recherche dans ce secteur-là, qu'on accompagne même ceux qui y sont déjà et voir pourquoi est-ce que les solutions de la prévention contre ce virus, ou alors parce qu'il y a quelquefois il est virus, d'autres fois il est une bactérie, on ne sait même plus ce qu'il en est à la fin, pourquoi est-ce que la solution de prévention ne viendrait par exemple pas de l'Afrique ou de nos plantes et bien d'autres. Donc il faut dire, nous avons appelé à la prudence, mais nous ne pouvons pas décourager ceux-là qui sont en train de se vacciner. Nous disons toujours, soyons prudents parce que même ceux qui développent, qui ont mis sur pied ou alors sur le marché ces vaccins sont aussi prudents par rapport à ces vaccins. La prudence est de mise, surtout quand on sait que comme médicament ou vaccin qu'on consomme, on n'est pas à l'abri des effets secondaires. Le troisième invité sur ce plateau, c'est un diplomate, géostratège par ailleurs, Armand Parfait Ntia. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour aux co-discutants, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Et je vous remercie de m'avoir invité et je profite de cette occasion d'ailleurs pour réaffirmer mes amitiés à Canal 2 International. Merci de l'honneur et surtout de votre disponibilité. C'est pas évident d'avoir un diplomate sur le plateau, des gens qui communiquent pas souvent trop. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Avec vous, on va évoquer la question du vaccin, mais on reste pas sur cette campagne. On revient un peu sur cette affaire de la task force qui a été mise sur pied pour gérer les fonds de la Covid-19. Quelques jours après la mise sur pied de cette task force, on apprend, on aurait appris un vaste détournement des ministères personnels en charge de ces départements ministériels-là, la gestion des fonds Covid. Est-ce qu'on s'achemine vers une opération Épervier 3 qui pourrait encore avoir quelques clients dans quelques jours? Il faut premièrement dire que je ne vais pas m'ériger en procureur. Il y a la présomption d'innocence. Mais le ministre garde des Sceaux a été saisi par le secrétaire général, ministre d'État en charge de la présidence de la République, qui demande formellement dans une lettre de poursuivre les acteurs, les complices et même les accusés de cette affaire. Ça suppose que la Chambre de comptes, le contrôle supérieur de l'État ont fait leur rapport et les coupables sont déjà connus. Il faut bien rétablir les choses. La correspondance du ministre d'État secrétaire général à la présidence du 29 mars. Dans cette correspondance, il vise sa correspondance de novembre, du 9 novembre 2020. Dans cette correspondance, il à Madame le consul par rapport à l'audit. Et l'audit, pourquoi? Parce que je pense que ces ministères ont transmis les états de besoin. Il y a des ministères, par exemple, qui avaient besoin de 60 millions, peut-être qui ont reçu, c'est un exemple, qui ont reçu, par exemple, 20 millions. Donc, il était tout à fait normal, après qu'il y ait un audit. Après, donc, il y a une correspondance du 6 novembre, où il demande à ce qu'il y ait l'accélération de l'audit. Mais celle qui est très importante, c'est la correspondance du 8 janvier. Dans cette correspondance, la task force se justifie. Il faut d'abord expliquer, la task force, c'est une expression militaire.
elle vient au niveau administratif et politique pour corriger des écueils. Et dans cette correspondance, le ministre d'État secrétaire général de la présidence ne désavoue pas, même sur instruction du président de la République, il ne désavoue pas le gouvernement. Dans cette correspondance, le ministre d'État dit que la task force vient en complément du dispositif général existant. Et il informe d'ailleurs que les actions stratégiques et les propositions de ventilation des fonds qui sont en étude au MINEPAD vont, avant d'avoir lieu, ou bien doivent avoir l'assentiment du président de la République. Mais également, dans cette correspondance, il informe également que le plan du ministre de la Santé publique a eu la sanction du chef de l'État, l'assentiment du chef de l'État. Cela veut donc dire qu'on ne peut pas dire que le gouvernement a été désavoué. La task force vient en complément. Il est bien vrai, une task force, dans ce processus, elle vient parce que généralement, il y aurait des malversations. Nous-mêmes, en gérant parfois nos propres fonds, on se retrouve parfois dans l'incompréhension. Donc, on s'est dit qu'il est mieux de laisser la justice faire son travail. Les mécanismes sont en branle, mais également, particulièrement, je suis dans une autre posture même d'ailleurs. Je suis dans quelle posture? Celle de combattre d'abord la pandémie et toutes ces audits, toutes ces enquêtes judiciaires peuvent se faire et sans beaucoup de ramdam. Parce que normalement, lorsqu'on parle d'une task force. Une task force, c'est quoi? Normalement, on pouvait prendre, ça ne devait même pas être des politiques, des administratifs. S'il y a une task force à Canal 2, on ne va, parce que vous savez qu'il y a deux représentants du ministère de la Santé, il y a un représentant du MINFI, DGSN, MINAD, secrétariat des services du Premier ministre. Ça veut dire que les administrations sont impliquées. Les task forces, généralement, il pouvait y avoir un cabinet d'expertise ou bien un cabinet de consultation qui pouvait mener cette étude sans ramdam, parce que tout ce ramdam fait encore en sorte que les populations n'aient pas confiance à leurs dirigeants, il faut le dire. Voilà, vous avez compris la posture du diplomate qui n'a pas voulu, je présume sciemment, aller dans le fond de ma question, mais on note que ceux qui se sont amusés à puiser dans le réfrigérateur de la République devront rendre compte, parce qu'en réalité, c'est des fonds publics qu'il s'agit, c'est la raison pour laquelle la Cour de compte a été donc la Chambre des comptes, tout comme le contrôle supérieur de l'État également, était mis en contribution pour voir clair dans la gestion de ces fonds Covid. Le quatrième invité est un géostratège qu'on ne présente plus, professeur d'université, Touda Ebodé. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour aux copanalistes et bonjour à tous ceux qui pourraient avoir la possibilité de nous suivre aujourd'hui, parce que depuis ce matin, pas très évident. Pas très... Ok, d'accord. Alors, professeur, avec vous, on parle toujours de la Covid-19. On va laisser la gestion de cette pandémie pour comprendre un peu la mentalité des Camerounais. Qu'est-ce qui peut justifier cette réticence des Camerounais qui estiment que ce vaccin est un vaccin problématique et qu'il n'est pas nécessairement obligatoire, ou bien il ne peut pas sauver les vies. Et du coup, il y a une campagne qu'on a suivie pendant des semaines à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il faut d'abord dire que on serait partiel en disant que c'est les Camerounais qui le disent. Hein. Je crois qu'à l'échelle mondiale, tout le monde dit ce qui se dit au Cameroun. C'est-à-dire, vous avez une partie qui est pour, une partie qui est contre et une partie qui observe. Alors, dès ma posture, ce que moi je pense, c'est que, comme dans tout processus médical ou de soins, si on ramène ça à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire, les choses se passent en 3 étapes. Il y a l'avant, c'est ça qui fait le débat sur le vaccin. Il y a le pendant, c'est la manière dont on nous soigne actuellement, et il y a l'après. Si
au stade actuel, on a des bribes de connaissances sur l'avant et le pendant. Personne ne sait, quelle que soit l'échelle, au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Amérique, personne ne sait ce qui pourrait se passer. Avant même qu'on arrive au niveau du vaccin, lorsqu'on faisait une géopolitique des débats sur la Covid, à l'époque, vous savez, ça a commencé par coronavirus 19, il n'y avait d'entente que sur les désaccords. Donc c'est normal que le Cameroun, qui reçoit aussi bien les médicaments que les discours qui viennent à travers le monde, discours amplifiés par les médias sociaux, c'est normal qu'on retrouve cette division aussi dans l'opinion à notre niveau. Pour ce qui me concerne personnellement, je crois que tout ce qui tourne autour de ça, il y a un comité national des scientifiques qui a été mis sur place, qui est chapeauté, grosso modo, par les grands savants de l'université de Yaoundé 1, et qui siège et dit au gouvernement ce qu'il faut faire. Le gouvernement a donc un avis politique, mais c'est ce comité des scientifiques qui nous dit s'il faut aller ou s'il ne faut pas aller. Lorsqu'on prend ces derniers rapports, il nous dit bien qu'il faut que les gens soient vaccinés. Je crois même qu'il suggère aussi qu'il ne faut pas rendre ce vaccin obligatoire. Et je crois donc que le gouvernement l'a suivi. Et à ce niveau, je crois que chacun, puisque chacun a le droit à sa vie, chacun prendra ses propres responsabilités dès lors qu'il s'agit du vaccin, parce qu'au niveau du vaccin, on n'est pas encore malade. Mais lorsqu'on est malade, l'obligation de la force publique, donc de l'État, c'est donc d'encadrer, puisque la maladie est contagieuse. Donc, je peux comprendre la prudence actuellement, je peux comprendre la division de l'opinion mondiale et nationale, je peux comprendre et même la prudence du gouvernement. Mais, d'une manière générale, ici comme ailleurs, personne ne maîtrise encore totalement ni la maladie, ni sa prévention, ni les effets post-vaccination. Merci, professeur Joseph Vincent Touda Ebodé, géostratège. On va prendre une pause qui va nous amener du côté de nos machines pour essayer de planter le décor avec la première thématique consacrée à ce programme qui va nous évoquer un peu la malheureuse situation du côté du Tchad avec le président Idriss Déby Itno qui a vécu sans partage pendant 3 décennies à la tête de ce pays avec une main de fer qui s'en est finalement allé sur le terrain de bataille. Je vous propose ce reportage de l'île Piédjou. Le gendarme du Sahel est tombé les armes à la main. Idriss Déby Itno est mort. Oui, le président de la République du Tchad quitte définitivement le trône. L'information est tombée comme un couperet ce mardi et confirmée plus tard par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Angouna, à la télévision nationale tchadienne. Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Le maréchal du Tchad, parti personnellement dans le nord de son pays pour combattre les rebelles, a été atteint par balle lors des affrontements. Malheureusement, il ne réussira pas à dompter ses blessures. Elles finiront par l'emporter au champ de bataille dans une opération opposant son armée à une colonne de rebelles à la base arrière en Libye depuis le 11 avril dernier, jour du scrutin. Les assurances données par le gouvernement tchadien samedi, insistant sur la fin des combats, se sont estompées dimanche après-midi avec la reprise des 10 combats qui aujourd'hui arrachent à la vie le chef de l'État, à peine réélu à la tête de son pays pour un mandat de 6 ans, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante après 30 années au pouvoir.
Aussitôt son décès annoncé, un conseil de militaires est mis en place et dirigé par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, son fils, qui immédiatement a présidé la réunion du conseil militaire de transition et désigné les membres du dit conseil dans un décret signé ce 20 avril et rendu public. Pour l'instant, la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des frontières sont annoncées par l'armée. J'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Voilà, on va d'abord, avant de rentrer de plein pied dans ce débat qui concerne le Tchad, pour parler l'après-Déby, entre espérance et incertitude. On va revenir sur les circonstances de ce décès. Officiellement, le maréchal Idriss Déby serait mort sur le front. Vous qui êtes un géostratège, dans l'entendement du Camerounais moyen ou simpliste, un général qui va au fond, un maréchal qui va au fond mourir, et d'aucuns s'interrogent. Comment se fait-il que le maréchal, qui est bien entouré, il y a une garde rapprochée, il y a un dispositif de sécurité avant d'arriver sur le maréchal, qui est par ailleurs le président de la République. Comment se fait-il qu'il soit extirpé de là où il se trouvait et qu'il soit mort d'une manière un peu bizarre? Est-ce que, pour vous, en tant que géostratège, un maréchal de la trame, Idriss Déby, va au front et peut mourir aussi facilement comme ça? Disons que votre question a deux penchants. Le premier, est-ce qu'il pourrait aller au front? Il en a l'habitude. Le deuxième, est-ce qu'il pourrait mourir si facilement? Alors, pour répondre au premier versant, disons que si nous n'avions pas les évidences qu'il allait souvent, on allait échanger sur ça. Mais comme on sait qu'il allait souvent, donc, a priori, n'ayant pas assisté, on peut penser que c'est possible. Maintenant, la question, est-ce qu'il peut aller et mourir aussi facilement? Pour dire vrai, lorsque vous allez au front, tout le monde peut mourir. Le président qui va au front est un soldat comme les autres. Tout dépend donc de quoi? Du dispositif. On ne nous a même pas dit à quel point précis il est mort. Il peut mourir en cours de route en allant au front. Tout comme il peut mourir pendant les combats étant au front. Alors, ce que j'appelle ici le dispositif, c'est le système de renseignement. C'est la garde rapprochée du président et l'état-major de l'armée dont il fait partie comme chef, qui sait qu'il quitte le palais, il est en route, il est arrivé au front. Maintenant, il est possible que techniquement, les rebelles captent les informations de l'état-major lorsqu'on les passe entre membres de l'état-major et donc le cible quelque part. Ça, tactiquement, opérationnellement, stratégiquement même, c'est possible. Mais si on doit chuter sur ça, sur la base des deux questions que vous avez posées, ce qu'on peut dire, c'est qu'en dehors des communiqués de ceux qui étaient là, nous n'avons pas d'autres éléments. Mais ce qui est certain, c'est que l'opinion au Tchad, hors du Tchad, également, n'est pas entièrement unanime dessus, en raison des mêmes types de questions que vous venez de poser. Mais en l'absence d'autres évidences, on base nos analyses sur ce qu'on nous dit à
ces moments précis. Monsieur Tia, officiellement, le président serait mort au nord du pays, à environ 300 km de N'Djamena. Il serait parti dans la nuit de vendredi pour arriver sur le lieu des hostilités le samedi, et il aurait reçu une blessure ce samedi-là. Il a été blessé grièvement, puis ramené par hélicoptère à N'Djamena le dimanche, où il mourra et rendra l'âme finalement. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette division autour de d'aucuns qui estiment qu'il a été assassiné, d'autres qui disent qu'il est mort, les armes à la main, au front? Premièrement, il faut balayer cette dernière version. Lorsque vous regardez la situation intérieure du Tchad, depuis, même avant l'arrivée au pouvoir du président Déby, lorsqu'il renverse Hissène Habré même qui est au pouvoir, est soutenu par les Français, par la France et les États-Unis, parce qu'il trouve en lui un allié contre Kadhafi. Idriss Déby est soutenu par la France pour faire partie Hissène Habré en 1990. Depuis que le président Déby est au pouvoir, il faut reconnaître premièrement quelque chose. Il y a eu une gestion clanique du pouvoir. Il y a également ce qu'on peut appeler une parenté internationale. Je m'explique. Une parenté internationale, c'est ce qu'on est en train de voir, par exemple, l'adoubement du coup d'État, par exemple, par la France. Vous pouvez compter le nombre d'interventions françaises au Tchad. Le deuxième facteur également, il faut regarder les ethnies au Tchad. Ces groupes rebelles qu'on appelle, certains les appellent les intégristes aujourd'hui, il ne faut pas les appeler les intégristes ni terroristes. C'est une opposition armée. Il y a pas seulement le FACT, qui est le Front pour la Concorde au Tchad, qui est commandé par Mahdi Mahamat. Mahdi Mahamat, il vient de la scission avec l'UFDD, qui est créé par le général Mahamad Nouri, qui est un chef de l'opposition armée au Tchad. Le général Déby, il fait face, depuis un certain temps, à plusieurs oppositions armées. Il y a, par exemple, en 2019, c'est l'UFR, l'Union des forces pour la résistance, qui menace d'entrer dans son palais. Ils sont stoppés par l'armée française, les hélicoptères, après avoir moins de 500 mètres du palais. Effectivement, après que l'aviation nationale ait été incapable de les arrêter. En 2018, c'est le CCMSR, le Comité militaire pour le salut de la République, et qui également est une scission, qui menace également d'entrer sur N'Djamena. Maintenant, quand vous regardez dans les ethnies, il y a un problème ethnique, il y a l'ethnie Toubou, il y a également qui est constituée des Gourans. Ça, c'est l'ethnie de l'ancien président Hissène Habré. Il y a les Akawa aussi. Il y a les Agawa dont fait partie le général Idriss Déby. Maintenant, l'ethnie Toubou, elle est située dans cette partie des frontières entre le Niger et la Libye. Ceux-là disaient, et ils le disent, ne plus vouloir que les Arawa continuent à gérer seuls le Tchad. Maintenant, quand vous analysez, donc vous faites front à plusieurs oppositions armées, et souvenez-vous que quand il vient au pouvoir en 1990, lui-même, il vient de ce côté, parce que c'est entre la Libye et le Soudan. La frontière avec la Libye, c'est 1055 km. Avec le Soudan, c'est la plus grande frontière, 1360 km. Le général, donc, il comprend qu'il est menacé. Et il est dans une zone sahélienne. C'est un pays désertique. Lorsqu'on a 300 km dans la zone de Mao, mais c'est comme si on a un Balmayo, c'est comme si on a, je ne sais pas, 60 km de Yaoundé. Il était clair que le général se rendait sur le terrain, et en bon chef militaire, il est connu parce qu'il y a un pan qu'il faut relever.
L'armée tchadienne n'est pas une armée professionnelle. C'est une armée de guerriers. Elle est rompue pour le Sahel. Parce que lorsque vous regardez sur le plan de la sécurité-défense, vous regardez les statistiques, le Tchad est assurément le pays qui a le plus grand nombre de généraux au monde. Cela pose un problème. Comment on peut se retrouver avec un chef d'état-major, un général de corps d'armée à 37 ans, qui est sorti de l'école en 2006-2007. Cela pose un problème. Il était donc le militaire le plus gradé d'abord au Tchad. Il était le plus rompu. Il était celui qui maîtrisait mieux cette armée et celui qui maîtrisait mieux ses rebelles. Parce qu'il faut souligner que Mahamat Mahdi a fait partie des hauts cadres de la fonction publique tchadienne au ministère des Infrastructures. Il part du ministère en 2005 lorsqu'il y a un coup d'État manqué parce qu'il avait peur des représailles et il allait se reconstruire avec le maréchal Haftar. Je crois qu'on l'appelle également maréchal. On reviendra tout à l'heure sur les acteurs qui entrent en jeu par rapport à ce qui se passe du côté du Tchad, mais je voulais me retourner vers l'homme politique pour essayer aussi un peu de comprendre du côté du Tchad, même si d'aucuns parlent d'un coup d'État sous cap, d'autres disent que non, le général, le maréchal est bel et bien mort au front. Et à côté, on voit la France qui adoube le président du CMT, Mahamat. Quelle lecture doit-on comprendre de ce qui se passe sur le terrain politiquement? Oui, politiquement, peut-être si on soutient la thèse du complot, on peut donc conclure que politiquement, relation des groupes armés dont parlait Nta tout à l'heure contre le maréchal. Et s'il était au front, ça veut dire qu'il est parti du quartier général. Ça veut dire qu'il est parti du poste de commandement. Ça veut dire qu'il est parti du poste d'état-major, c'est-à-dire là où on conçoit et structure la stratégie et la tactique. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé au front. Et au front, il y a des lignes. Il était sur quelle ligne? La première ligne, la deuxième ou la troisième? S'il était au front, est-ce qu'il était armé? Est-ce qu'il a ouvert le feu? Et il y a eu une riposte. Il avait quel type d'armes pour riposter? Ce sont des questions, probablement, que les experts sur les questions de tactique et de stratégie militaire auxquelles ils doivent répondre. Je m'en tiens à ce qui est dit officiellement et peut-être ceux qui sont chargés de faire les recherches sur ce type d'incident concernant un président de la République, soldat au préalable, maréchal, qui avait l'habitude d'aller au front. Est-ce qu'il a été piégé par l'entourage? Parce qu'on a vu ça ailleurs aussi. Est-ce que c'est pendant le transport de la ligne de front jusqu'à l'hôpital qu'il est décédé? Est-ce qu'on lui a tordu le cou à l'hôpital? Personne ne peut répondre à ces questions en dehors de ceux qui étaient dans la très grande proximité du défunt président. Et ça pose donc maintenant un problème politique parce qu'effectivement, l'implication de la France montre qu'il y a une convergence d'enjeux et d'intérêts assez importants. L'autre problème politique qui se pose, c'est qu'il y avait quand même une constitution au Tchad. Et que, conformément à cette constitution, ce n'est pas un conseil militaire de transition qui devait prendre le pouvoir en cas de vacances à la tête de l'État. Donc, à partir de là, les forces politiques tchadiennes sont légitimement en droit de se questionner, de se poser la question de savoir, d'abord, à leur propre système, parce que visiblement, l'institution qui devait assurer la transition ou la vacance du pouvoir n'a pas joué son rôle. Pourquoi n'a pas joué son rôle? Ça, c'est un autre débat. Et questionner aussi l'ex-puissance coloniale, la France, qui vient, vous l'avez dit, adouber le Conseil militaire de transition et ses chefs, obtient en
pratiquement 24 ou 48 heures une déclaration officielle de la faction armée qui venait sur N'Djamena, qui aujourd'hui, nous apprend-on, est disposée à aller sur une table de négociation et discuter sans condition. Bon. Donc, tout cela questionne. Et moi, je regarde, et je conclue là-dessus, les principaux indicateurs économiques. Le géostratège, le diplomate, certainement, Serge, vont vous donner les éléments politiques. Moi, je regarde les indicateurs économiques et je vous assure que le Tchad a beaucoup de points de faiblesse sur le plan économique. Figurez-vous que ce qui se passe au Tchad se passe dans un pays qui sort d'un profil de croissance négatif de moins 2%, avec une projection de croissance en 2021 de 4%, et la crise sécuritaire qui amène le président au front et se conclut par son décès, va impacter durablement tout le système de soutien à l'économie nationale. Dieu merci, peut-être la France devra revoir le profil de son aide d'urgence, ne fût-ce que pour stabiliser d'abord la situation. Mais quand vous regardez également, parmi les principaux fournisseurs du Tchad, après la France, c'est le Cameroun. Près de 14% de ce que les Tchadiens consomment vient du Cameroun. Alors, si ça se passe comme ça là-bas, ce sont nos fournisseurs camerounais qui vont en pâtir, de l'ordre de 14% de leurs opérations et de leurs activités. Ce sont dans le secteur du transport, dans le secteur des biens et services, dans le secteur de la production agricole. Donc, politiquement, nous avons tous intérêt à observer de façon très minutieuse ce qui se passe au Tchad. Et nous pouvons, de ce point de vue-là, exprimer une satisfaction première de ce que, à peine les obsèques terminées, les principales parties, j'allais dire en confrontation directe, soient toutes convergentes vers une table ronde, une table de négociation qui va certainement permettre au Tchad de sortir de la détresse immédiate pour reprendre un cycle de vie social, économique et politique à peu près normal. Mais la classe politique tchadienne et les institutions tchadiennes ont subi un très grand coup à la suite du décès du président Déby. Alors, Serge Espoir Matomba, quand on regarde un peu comment les choses se passent avant les obsèques, après les obsèques du maréchal, est-ce qu'on ne peut pas dire que nous ne sommes pas très éloignés de l'hypothèse ou de la thèse d'un coup d'État? Ben, il faut dire que le maréchal était mort depuis. Vous savez, tant que nous, je parle ici sous le contrôle du géostratège qui est là, tant que nous n'allons pas comprendre que le développement d'une nation est avant tout stratégique et qu'une stratégie ne se dévoile pas, elle se construit et elle s'implémente, alors il est clair que nous allons nous-mêmes nous livrer à la mort. Ce qui se passe au Tchad aujourd'hui est très révélateur sur plusieurs aspects. Vous savez, on sait comment Déby est arrivé au pouvoir et on sait aujourd'hui quels ont été les soutiens de Déby pour arriver au pouvoir. On sait qui a maintenu Déby au pouvoir, au prix de quoi il est resté aussi longtemps au pouvoir. Et on sait que ce n'est pas caché, c'est dans l'intérêt, n'est-ce pas, d'un pays qui aujourd'hui a vite fait d'adouber le Conseil militaire de transition. Mais lorsqu'on parle de la France qui a vite adoubé, n'oublions pas le Cameroun. Le Cameroun aussi a adoubé, n'est-ce pas, le Conseil militaire de transition. Mais il faut dire qu'on a amené, que ce soit vous les journalistes, nous les hommes politiques et tous les analystes. Quand vous parlez du Cameroun, vous faites allusion à cette lettre de condoléances? Bien évidemment, parce que c'est à partir de la lettre de Macron aussi qu'on a dit que la France a adoubé. Le président de la République aussi s'est exprimé sur le sujet et a écrit au Conseil militaire de transition. Donc il a adoubé comme d'autres présidents aussi de la sous-région. Mais n'oubliez pas, M. Bouba, que sur vos plateaux, comme sur plusieurs autres plateaux, les analystes, les politiques, nous avons plusieurs fois soulevé plusieurs sujets que nous avons posés sur la table. Et donc, Déby s'est fait porte-parole à un moment donné. C'est-à-dire, il se lève un matin, il dit « je vais quitter du CFA ».
Il se lève un matin, il dit, les Français ont fait ceci, ont fait cela, les Français m'ont obligé de rester au pouvoir. Il se lève un matin, il vous dit, quand on m'a envahi, les Français m'ont dit, rends-toi, et j'ai décidé de ne pas me rendre, et après une négociation, ils ont décidé, la rébellion a disparu. Écoutez, là, il avait déjà signé son arrêt de mort. Mais il est devenu porte-parole de qui? De ceux qui n'ont pas pu construire une Afrique véritablement et se sont enfermés dans un concept de panafricanisme. Parce que, voyez-vous, ce que nous disons toujours, si nous ne mettons pas l'éducation au cœur du développement de nos pays, les conséquences seront telles que ce que nous venons de vivre avec le Tchad. Parce que quand on pense développement stratégique, ça veut dire qu'on entre dans des officines. On dit, voici ce que nous devons faire pour que notre pays devienne indépendant économiquement. Voici ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir une sorte d'autonomie. Et nous commençons à matérialiser cela. Nous ne parlons pas. Parce qu'il ne sert à rien de dire des choses dont nous ne sommes pas capables de soutenir en dessous. Parce que c'est ce qui arrive. Lorsqu'il dit, je vais sortir du CFA, ok, d'accord, s'il sort du CFA, qu'est-ce qui soutient la monnaie tchadienne qu'il pourra créer? Est-ce qu'il faut donc annoncer la sortie avant de penser à la création de la monnaie? Je pense qu'à partir de ce moment, nous devons comprendre que le président Déby, le maréchal Déby, était mort depuis parce qu'en réalité, il a décidé de se faire porte-parole de certaines personnes qui ont développé des concepts et qui ont martelé sans pouvoir dire « nous n'avons plus besoin de pleurer ou de pleurnicher. Nous avons besoin de prouver que nous sommes grands. Nous avons besoin de prouver que nous sommes matures. Et prouver que nous sommes matures, ce n'est pas en le disant, c'est par les actes que nous posons. Donc, il est aujourd'hui de bon ton que nous puissions tirer des leçons. Parce que, analysons comme nous voulons la mort de Déby. C'est un complot, c'est un coup d'État, c'est ceci. Mais allons dans les causes profondes de son décès. Ça fait, l'honorable disait tout à l'heure. Mais vous savez depuis combien de mois le Cameroun aide le Tchad à payer, à supporter les salaires? Ça, on ne le dit pas. Mais on aide le Tchad depuis plusieurs mois à supporter les salaires. Parce que ça ne va pas de ce côté-là. Et comme aussi, ça ne va pas au Cameroun. Ce n'est pas dire que le Cameroun a une situation financière stable. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir tirer des leçons et nous dire, M. Bouba, la construction est avant tout stratégique. Et c'est là que nous devons miser. C'est dans l'éducation que nous devons miser. Pour que nous ne soyons pas ceux-là qui allons nous lever, commencer à pleurnicher, à pleurer, à crier au complot tous les jours. Vous avez suivi l'une des déclarations de Macron, une déclaration forte. La France ne permettra pas que l'intégrité du Tchad soit menacée. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les hommes se sont levés et ont commencé à marcher vers Djamena? Pourquoi la France est donc restée silencieuse? C'est maintenant qu'elle ne permettra pas. Donc, ou alors elle attendait que le président Déby appelle au secours. Donc, vous voyez, nous restons des enfants et nous voulons continuer à rester des enfants. Nous pensons que c'est en criant ou alors en venant sur vos plateaux et en dénonçant que nous aurons des solutions à nos problèmes. Non, la solution se trouve dans le travail. Sinon, nous aurons d'autres chefs d'État qui vont partir. Le Tchad n'est qu'une étape. Qui vous dit que le Cameroun n'est pas visé? Qui vous dit? J'ai d'ailleurs fait une sortie à la suite de la mort de Déby pour demander au gouvernement de fermer les frontières pour qu'elles soient beaucoup plus, les frontières terrestres, pour qu'elles soient beaucoup plus contrôlées. Qui vous dit que le Tchad n'est pas un moyen de passage pour le Cameroun? On va demander, on poser cette question au géostratège. Il nous dira si on va passer par le Cameroun. Je voulais d'abord qu'on marque une autre pause pour écouter un peu, à peu près, avoir une idée sur les réponses du pourquoi de la présence du président Idriss Déby Itno sur le théâtre des opérations. On sait que c'est un habitué, il est toujours allé sur le front. Je propose cet extrait où le président lui-même donnait les raisons de sa présence avant cette présence qui lui a été fatale. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays. Et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu... Voilà, le président
président a préféré aller mourir sur le terrain, ce sont ses propos, au lieu de ne pas voir le désordre qui va arriver après lui. Ça, c'est au Tchad. Est-ce qu'on peut également imaginer que ce désordre qui a cours au Tchad puisse se déporter dans la sous-région et donc vers le Cameroun? Évidemment, hein, vous savez, nous sommes dans une alliance. Et lorsqu'on prend une alliance du point de vue politique et militaire, ça veut dire qu'on se serre les coudes. Donc, si nous sommes 10 et une seule personne dégage son coude, si l'adversaire c'est l'eau, l'eau va passer. Et on va tous se mouiller. Donc, il est impossible que le Tchad, qui s'est tant massivement investi militairement et diplomatiquement dans la stabilité certaine de la sous-région, que ce soit face à Boko Haram, vous avez quand même vu que le Tchad et le Cameroun sont parmi les pays qui sont entrés jusqu'au Nigeria pour aller combattre. Que ce soit pour la stabilité du Mali, il faut essayer de faire le bilan des Tchadiens qui sont allés mourir au Mali. C'est vrai que la guerre n'est pas finie par là-bas, mais c'est un peu stable. Maintenant, on peut ouvrir les négociations politiques. Alors, vous revenez dans le voisin immédiat, vous allez encore retrouver le Tchad en Centrafrique. Donc, si vous allez dans ce qui s'est passé au Soudan, vous allez trouver le Tchad. Vous allez même au sud de Libye, vous allez trouver le Tchad. Cela signifie donc quoi? Si on prend en termes stratégiques, la stratégie militaire. Tant que vous avez les gens qui projettent les forces à distance, ils freinent ces forces. Ils freinent leur avancée. Et si ça marche, ils ouvrent des négociations. Donc, ça aide les autres qui ne sont pas en première ligne de faire d'autres choses allant dans le même sens. Alors, si vous avez compris tout ça, vous comprenez que dans la configuration actuelle, qui me semble quand même être moins préoccupante après les premiers discours qu'on imaginait lorsque on a appris le décès, parce que moi j'attendais beaucoup voir comment la France va jouer. Parce que quand on parlait des dispositifs de gestion du renseignement, là tout à l'heure, il y a une partie qui est gérée par la France et il y a une partie qui est gérée par l'état-major tchadien. Alors qu'on prenne la thèse du complot, ou la thèse même qu'il est mort au front, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une faille quelque part. Et je vois beaucoup plus au niveau de la gestion du renseignement. Parce qu'un chef, quand même, il y a 2 ou 3 personnes qui savent que c'est là qu'il est. Et si on tire, quelle que soit la distance des tirs vers là-bas, c'est que ces gens-là ont l'information. Ont l'information qui doit être vers là-bas. Mais on ne va pas entrer dans ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore les faits, donc on est dans les interrogations. Mais ce que je voudrais dire par rapport directement à votre question, c'est que le Tchad était un pilier dans la stabilisation. Alors, quand vous perdez un ennemi, quand vous perdez un allié, vous réajustez. Que ce soit l'ennemi ou que ce soit l'allié. Alors, pour nous, au Cameroun dont vous parlez, le Tchad est un allié militaire et sécuritaire. À la fois parce que c'est le voisin, à la fois parce qu'on était dans la force multinationale, pour lutter aussi bien contre Boko Haram que contre d'autres, mais à la fois aussi parce qu'ils intervenaient de temps à autre en Centrafrique. Si ça se stabilise là-bas, nous aussi on a un peu de la peine de notre côté. Maintenant, le Tchad aussi, comme il a dit, on est dans une alliance économique qui commence par ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque vous êtes dans le CFA, quel que soit celui qui en pâtit, les autres en pâtissent parce que c'est la même caisse. Prenez d'abord ça. Maintenant, on est dans l'alliance économique. Les gens voient seulement le pipeline. Mais si vous regardez le pipeline, vous pouvez savoir aussi chaque année combien le Cameroun reçoit du pipeline tchadien. Alors, qui a construit ça? C'est Déby, non? Maintenant,
on est dans le marché sous-régional. Alors, ça veut dire qu'il y a des soutiens de part et d'autre. Il y a des aides de part et d'autre. Donc, il suffit que vous vous retrouviez sans un acteur, quel que soit le côté de la frontière, les autres vont ressentir ça. On suppose que la CAC, ayant pris une position qui semble aller vers la direction française, c'est-à-dire plus ou moins ce que les Français ont dit, c'est ce que le communiqué des chefs d'État de la CAC dit aussi, l'Union africaine ayant pris une position qui semble aussi aller vers ce côté-là, on ne peut pas être surpris que les rebelles, si on suppose qu'ils n'avaient aucun rapport avec les forces étrangères, puisqu'on sait quand même que certains intervenaient à partir des pays étrangers, on ne peut pas être surpris que les rebelles, ayant réajusté le rapport de force, disent que maintenant, nous sommes disposés à négocier sans condition. Parce que, ayant appris ce qui s'était passé en Djamena une fois, de toutes les manières, le discours français s'adresse à qui? Ça s'adresse à l'Union africaine, ça s'adresse aux pays de la sous-région, ça s'adresse aussi aux Tchadiens eux-mêmes. C'est-à-dire, voici l'option que j'ai choisie. Alors, vous allez m'affronter si vous ne prenez pas cette option. Alors, quand on lit diplomatiquement, chacun essaie de s'ajuster. Vous partagez cette avis. Il faut dire que, je disais encore ce matin, cette déclaration des rebelles qui font savoir qu'ils ont accepté retourner ou alors aller sur la table des négociations, mais leur surprise est que pendant qu'ils acceptent une trêve, ils sont bombardés en même temps. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de non dit qui se passe, qui en ce moment est en train de piloter leur position. Et à qui est-ce qu'ils se sont directement adressés en disant qu'ils sont prêts à observer la trêve, quand on sait qu'ils avaient donné 48 heures au Conseil militaire de transition pour enterrer le maréchal du Tchad, et après cela, ils marcheraient sur N'Djamena. Tout en disant qu'ils seront les alliés des Russes. Donc, et il faut voir qu'il y a, je ne dirais pas assez que c'est un vaste complot, mais ce qui est évident, c'est que c'est nous, les Africains, nous, les Camerounais, qui avons décidé que les choses doivent se passer ainsi au Tchad. Alors, M. Ntia, sur l'incertitude avec les différentes prises de position ce jour, l'Union africaine, la France et autres, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ces prises de position ont contribué à mener les rebelles à fléchir par rapport à leur position initiale, parce que bien avant l'enterrement du maréchal, ils ont promis mettre le feu sur N'Djamena. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsque le professeur s'exprimait tout à l'heure, il y a quelque chose qu'il faut bien retenir. Le maréchal Idriss Déby, s'il a été atteint sur le terrain, effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Maintenant, cette chose, ça peut être quoi, précisément? Lorsque vous parlez du fléchissement des rebelles, il faut comprendre, il faut bien analyser. Ce Mahamat Hadi, dont on parle aujourd'hui, il a fait 25 ans en France. Il a fait des études de droit et d'économie à Reims. Ces facts ont accompagné le général Haftar dans son offensive vers Tripoli. Ils ont d'abord soutenu les forces des Misrata. À partir de cela, vous voyez une certaine convergence avec la France. Il est donc indéniable que, quel que soit le cas, la position française ne devrait pas nous surprendre. Et qu'il y a certainement, parce que dans le champ des relations internationales, il faut comprendre que c'est un problème d'intérêt. Cette localité du Bet, qu'on appelle les 3 régions administratives, entre le sud et le nord, c'est-à-dire que le Bornou, Enedi et Tibesti, c'est une localité qui est très riche, qui a un sous-sol très riche. C'est une localité aurifère, puisqu'à un moment donné, il y a le FDD qui a fait une intrusion
de ce côté. Malheureusement, c'est une région historiquement difficile à contrôler, c'est-à-dire il y a un manque de l'autorité de l'État. Maintenant, pour le fléchissement, il est clair, lorsque j'évoquais tout à l'heure que c'est une opposition armée, il y a des problèmes de gouvernance. Il y a à la fois, j'ai dit les Toubous et les Arabes, qui ne veulent plus que les Agawa continuent à gérer seuls le Tchad. Alors, si il peut y avoir des négociations, peut-être c'est le maréchal Déby qui était un frein à cela, qui n'en voulait pas. Il faut comprendre son discours depuis un certain temps. Maintenant que le point central est éliminé, ils peuvent rentrer sur la table des négociations. Le fléchissement, moi particulièrement, je ne vois vraiment pas. Je ne suis pas... Vous pensez que les hostilités seront relancées encore? Je pense que les hostilités seront relancées. Pourquoi? Tout simplement... Les rebelles veulent venir sur la table, mais au même moment, ils sont bombardés sur leur front. Effectivement, parce que tout à l'heure, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau, si on peut appeler ce conseil militaire de transition avec leur parenté. Il y a quelque chose certainement qui ne fonctionne pas bien. Et cela part d'ailleurs déjà du fait que le maréchal ait été atteint. Parce que forcément, stratégiquement, si le maréchal a été atteint, je suis sûr qu'il y a eu... Cela vient du renseignement. Certainement, il y a eu une faille dans le renseignement et je peux être convaincu que le maréchal, par exemple, est allé sur le terrain sans que la France, qui aide au niveau du renseignement, soit, par exemple, au courant. Maintenant, les hostilités, c'est très, très difficile qu'il y ait, de manière holistique, qu'il y ait accalmie pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a une dernière chose. Le fait, par exemple, déjà qu'il y ait un conseil militaire de transition, lorsque le député évoquait tout à l'heure qu'il y a une constitution au Tchad, c'est déjà un pan très important. J'espère que vous avez vu le communiqué de ces rebelles. Nul ne trouve cela d'accord. Qu'est-ce que ce conseil militaire fait là? Vous avez vu des mesures, le train de mesures, fermeture des frontières, dissolution de la Constitution, du Parlement, du gouvernement. Ça, ce sont des expressions qui sont quotidiennes lorsqu'il y a un coup d'État. Alors, ce sont des poutistes. La place de la soldatesque, c'est dans les casernes. Cela pose déjà un problème. Est-ce que ces rebelles feront partie de ce comité militaire de transition? Non. Il y a déjà un comité militaire de transition qui est voulu et qui a obtenu l'adoubement et la paternité et la parenté internationale de la France et également de la CAC, la CEMAC, l'Union africaine. Parce qu'il est important de le relever avant de fustiger, par exemple, la France. La CEMAC devrait faire une sortie bien avant la France. L'Union africaine, il faut relever qu'aujourd'hui, on peut juger le maréchal parce qu'il est parti, mais sa puissance au niveau politique et diplomatique, elle est certaine. Qui est président de la Commission de l'Union africaine? C'est le docteur Faki Mahamat, ancien ministre du pétrole, ancien ministre des Affaires étrangères, qui est à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est Mahamat Abbas Toli, il a été secrétaire général, il a été directeur général même dans cette banque. Alors, c'était un homme diplomatiquement puissant, même au niveau régional. Alors, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre les positions presque ubuesques de l'Union africaine, de la CEAC et de la CEMAC. Cela pose un problème. Alors, justement, cela pose un problème quand on regarde un peu la célérité, le timing avec lequel le Conseil militaire de transition a été très rapidement mis sur pied, avec tout ce que là comporte avec ses conséquences. Est-ce qu'on n'est pas là, toujours, dans la thèse de quelque chose de bien planifié et bien ourdi, qui laisserait croire que le problème serait le maréchal disparu?
Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être un problème posthume. Mais de son vivant, on avait plutôt l'impression qu'il a des solutions, ou qu'il a une solution. Est-ce que ce qui se passe au Tchad, en termes de sécurité, est essentiellement sécurité du point de vue militaire, relève de la compétence de la CEMAC? Je ne pense pas. Même si des initiatives de sécurité communautaire ont été échafaudées au niveau de la CEMAC, mais en réalité, la CEMAC est beaucoup plus une communauté économique monétaire. Je ne suis pas sûr qu'elle pourrait se faire entendre. En revanche, l'Union africaine, elle a un dispositif connu, clair et net en matière de sécurité à l'échelle régionale, c'est-à-dire à l'échelle de toute l'Afrique. La CEMAC a une position... bon, je partage leur avis. Hein. Vous savez, la zone dont on parle est une zone d'impact en termes stratégiques qui va jusqu'en Égypte. Il faut savoir que les Américains ont des avions AWACS qui donnent le renseignement sur toute cette zone d'impact, c'est-à-dire de la mer Rouge jusqu'à la géolocalisation, des images satellites et tout. Donc, quand le président maréchal du Tchad va sur le front, eux, ils regardent ça comme des images de la télévision. Donc, je ne peux pas comprendre que on ait pu l'atteindre au front, peut-être qu'il n'avait même pas de gilet pare-balles, qu'on ait pu l'atteindre à cette distance-là, à cette position-là, sans qu'il y ait eu une gestion des coordonnées de géolocalisation, au moins pas les Français, au moins pas les Américains, sinon pas les deux. Donc, voilà du point de vue de l'explication de qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a tiré à bout portant? Est-ce qu'on a tiré à 1000 mètres? Est-ce qu'on a tiré à 2000 mètres? Et quelles sont les armes dont disposent ceux qui ont tiré, qui sont capables d'atteindre le maréchal du Tchad là où il se trouvait? Alors justement, c'est ça la question honorable. Non, c'est pour soutenir tout à fait l'idée selon laquelle il s'est passé quelque chose dans le dispositif sécuritaire. Il y a eu une faille, comme le professeur l'a dit. Le professeur est incontestable, d'ailleurs son argumentation, ainsi que celle de notre diplomate en face, leur argumentation est limpide de ce point de vue. Et tous ceux qui savent ce qui se passe au Tchad, avec les interférences, les immixtions plus ou moins prononcées de certaines puissances étrangères, savent que ces puissances étrangères ont toute l'information stratégique. Alors justement, la question que je vous pose, justement pour lancer sur la thèse du complot ou non, il y a quand même une constitution au Tchad. Et dès que le président décède... Est-ce que c'est un complot par action ou par inaction? Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre? En voyant les colonnes... Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis... Ou alors il savait que quelque chose va se passer. Peut-être qu'après, ils se désolent de leur inaction. À ce moment-là, il y a un élément qui nous a manqué depuis que cet incident est arrivé, malheureux pour le maréchal du Tchad. Moi, je n'ai pas vu une seule revendication de ceux qui auraient tiré sur lui. Habituellement, vous savez comment ça se passe au jeu d'échecs. On revendique. Quand on a neutralisé la reine ou le roi, échec et mat, et on revendique la victoire. Qui a tiré sur le maréchal du Tchad au point qu'il puisse aller en plus depuis vendredi? Vous gardez la parole, juste peut-être le temps de vérifier cette information auprès de l'expert. Pourquoi il n'y a pas eu de revendication dans une telle situation? Parce qu'il y a embarras, c'est le moins que moi je puisse dire. En tout cas, il n'y en a pas eu, à ma connaissance. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a eu une déclaration de l'Assemblée par son président en disant qu'ils ne sont pas en mesure de prendre le pouvoir. Mais ce que je peux aussi ajouter du point de vue de la réelle politique, lorsque vous avez les troupes au front, le véritable commandement est militaire. C'est eux qui ont l'information avant les civils. Donc, même s'ils disent qu'ils ne prennent pas le pouvoir, ils ont déjà le pouvoir de fait. Puisqu'ils sont déjà hors des casernes, en train de tirer. Donc, ils ne pouvaient pas avoir une minute, quelle que soit la thèse qu'on va soutenir ici, ils ne pouvaient pas avoir une minute sans commandement. Alors que les Tchadiens combattaient contre des forces qui étaient perçues par d'autres Tchadiens
comme des forces d'occupation. Voilà. Ce que le professeur dit signifie donc que si ça s'est passé au front, le maréchal est touché, il faut le ramener à l'hôpital, qui prend la direction des opérations au front. C'est donc une situation de fait. À ce moment-là, ça a tenu ce que vous appeliez tout à l'heure adoubement, et qui, de mon point de vue, est la gestion d'une situation d'urgence. Le maréchal du Tchad est décédé, des gens étaient avec lui au front, et il nous annonce que nous étions avec lui, on l'a touché, nous avons dû prendre la direction des opérations. Pour l'instant, c'est comme ça que vous devez comprendre cette histoire. On ne peut pas donner le pouvoir. Et tout le monde, j'allais dire, fait le constat de la situation de fait, que personne ne peut changer pour l'instant. Pour ça. Et la situation se complexifie par le fait qu'il sort de l'élection. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il sort de l'élection. Et que, professeur, si tu permets, et que si le processus politique normal, c'est-à-dire la proclamation officielle des résultats, la prestation de serment avait eu lieu, autrement dit, s'il n'était pas allé au front, peut-être qu'il serait encore au pouvoir. Donc, ces éléments mis bout à bout, de façon cohérente, montrent effectivement que beaucoup de gens avaient beaucoup d'informations et beaucoup de gens avaient intérêt à ce que le président Déby ne prenne pas son nouveau mandat. Ça, c'est une interprétation politique qui peut être démentie. Hein. Mais quand vous regardez très bien, 72 heures avant, les rebelles nous disaient, écoutez, nous sommes déjà en route, de toutes les façons, on arrive à N'Djamena, votre prestation de serment n'aura même pas lieu. On a même l'impression que le grand en charge des opérations électorales s'est empressé de donner les résultats pour essayer de freiner et susciter une sorte vide. Voilà, susciter une sorte d'adhésion rapide d'un certain nombre de pays au processus électoral qui était en train de se conclure. Le président Déby meurt, ils ont tenu leurs ambitions militaires et sont prêts à venir discuter. Oh, vous savez, quand on va venir s'asseoir là sur la table des négociations, on ne viendra pas avec des pistolets, on ne viendra pas avec le kaki ou les treillis, on viendra comme homme politique, c'est-à-dire habillé comme mon ami Nsa ou comme mon ami Serge Espoir Matomba, c'est-à-dire costume cravate, en responsable politique. Donc, on demande à ce mouvement aujourd'hui de se muer en organisation politique capable de venir s'asseoir sur la table des négociations. Ça crée même encore un autre problème, et je conclue là-dessus rapidement, parce que vous savez qu'il y a des partis politiques d'opposition au Tchad. Certains ne sont même pas allés aux élections. Est-ce qu'ils ont voix au chapitre? Est-ce que parce que les autres ont pris les armes, ils ont une prééminence, ils ont une préséance sur la table des négociations? Tout simplement parce que, moi j'ai suivi le message du leader, il ne s'adresse même pas au comité militaire de transition. Il dit, j'ai suivi le discours du président Macron et j'ai dit que nous sommes prêts à aller sur la table des négociations. Est-ce que c'est le président Macron qui va organiser la négociation? Est-ce que c'est le comité militaire de transition? Vous voyez donc que quand plus on va dans l'analyse, plus les questions se posent. Là, on a terminé sur cette note avec les incertitudes pour entrer maintenant dans les espérances par rapport à... Vous vouliez... Oui, avant d'arriver sur les espérances, permettez-moi de dire que la cible principale de cette attaque était le maréchal Déby. Parce que quand vous allez accompagner ou alors suivre même toute la campagne de médiatisation qui a accompagné les troupes rebelles, que vous allez considérer aujourd'hui comme une opposition rebelle, la campagne de médiatisation qui accompagnait l'avancée de ces rebelles, et que vous voyez, vous constatez que après la mort de Déby, cette campagne s'est automatiquement arrêtée aussi et les rebelles ont pris certaines positions. Et plus tard, vous disent qu'ils veulent négocier. Il faut comprendre que ces rebelles restent, pour les commanditaires, un moyen de pression sur le conseil militaire qu'ils ont eux-mêmes pris le soin de mettre en place. C'est-à-dire, soit vous faites exactement ce que nous voulons, soit nous demandons aux rebelles de poursuivre, nous laissons les rebelles poursuivre leur chemin vers N'Djamena. Donc, ce qui se passe ici, c'est ces rebelles existent encore parce qu'ils sont tout simplement un moyen de pression. Alors, allons savoir tout ce qui se trame derrière. C'est pour cette raison que j'ai dit, le Cameroun n'est pas épargné. Je l'ai dit. Et je le dis encore, si nous voulons sortir de ce type de problème dans le futur,
nous devons miser sur ce qui est essentiel. Ce n'est pas le pouvoir à tout prix. Parce que bien quand vous allez instrumentaliser les tribus, une après les autres, qu'est-ce qui reste donc du pays? Qu'est-ce qui reste d'une nation? Est-ce que les hommes que nous avons construits sont prêts à regarder la nation comme étant un pays qui appartient à tout le monde, ou alors à regarder le poste que chacun devra occuper au sein du pouvoir? C'est là toute la problématique. Et il faut donc que nous commencions à nous poser des bonnes questions et répondre à cela. Alors, en 30 secondes, je vais ajouter quelque chose sur les non-dits dont nous évoquions tout à l'heure. Lorsque le président, le maréchal, dit il a pris, vous n'avez jamais vu un chef d'État prendre une arme et aller sur le terrain, et qu'il est prêt à mourir sur le terrain. Il le dit depuis 2008 même. En 2008, il dit qu'il n'est pas le genre d'homme qu'on fait prisonnier ou bien qu'on attrape. On dira peut-être un jour que Idriss est mort sur le champ de bataille. Les non-dits, jusqu'à présent, est-ce que le maréchal est mort seul? Est-ce qu'il a été neutralisé? C'est les expressions qu'on utilise en sécurité défense. Combien de militaires tchadiens, des forces régulières, ont également été neutralisés? Nous ne sommes pas informés jusqu'à présent. On vous dit par contre clairement qu'il a été transporté par son fils. Est-ce que l'armée régulière a perdu tellement d'éléments ce qui a fait en sorte que le maréchal se retrouve au premier front, même s'il était au troisième ou au deuxième front? Tout ça, ce sont les non-dits. Ce sont les non-dits. On en vient maintenant aux espérances, quand on sait que le maréchal Idriss Déby était un homme très fort dans la sous-région pour lutter contre Boko Haram. On l'a vu avec la frontière avec le Nigeria, le Cameroun, et même au Mali avec les djihadistes. Que va-t-il se passer après sa disparition? On ne peut pas dire avec une certitude de 100% ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir la même vigueur à travers... On peut avoir la même vigueur parce que c'est une continuité. Et je pense que c'est ce qui semble arranger tout le monde dans l'orientation de ces différentes déclarations. Mais, même dans une continuité, il y a une équation personnelle. Il faut que le niveau leader, donc le fils du président décédé, soit en mesure, premièrement, de maintenir l'unité de l'armée. Quand vous suivez les déclarations, si ces déclarations sont vraies, tous les généraux ne sont pas encore dans le conseil et le disent. Il faut qu'ils soient en mesure d'ouvrir ce qu'on va appeler donc le dialogue inclusif, que toutes les déclarations, que ce soit celle du président français, de l'Union africaine, de la CAC, de la TR, parlent, qu'ils puissent ouvrir. Le problème ici, c'est juste un leader peut ouvrir. Ouais. C'est de ça qu'il parlait là. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'être là parce qu'on a pris les armes? Ou alors, est-ce qu'on est obligé de ne pas être là parce que on n'avait pas les armes? Il faut qu'ils puissent le faire. Maintenant, il y a aussi la question de la gestion des relations intertribales et régionales. Le Nord et le Sud, les Arabes et les Noirs, avant d'aller ajouter Sangawa et tout le reste là, parce qu'ils habitent ces différentes régions. Tout ça, son père a pu le faire. Maintenant, il y a la soutenabilité des alliances diplomatiques. Dans la sous-région, avec la France et ses partenaires, parce que lorsque vous regardez les tendances lourdes, comme la France a parlé comme ça, à tous les membres du Conseil vont parler comme ça, peut-être de manière un peu politicienne, la Russie et la Chine vont déplacer 2 ou 3 mots, mais dans le fond, ils vont suivre parce qu'ils se sont repartis les zones d'influence dans le monde. Ils peuvent tout discuter. Lorsque un a gagné quelque part, il fait des concessions à l'autre, là où l'autre aussi a quelque chose à discuter. Donc, il faut que le nouveau leader soit en mesure de garder l'unité diplomatique avec celui qu'on va donc appeler son principal partenaire dans ces cas-ci, c'est-à-dire la France. Est-ce que visiblement, à travers l'adoubement de la France,
Est-ce que pour la France, à travers le déplacement de Macron... L'adoubement politique n'est pas l'adoubement militaire. Ok, d'accord. C'est-à-dire, politiquement, je peux vous dire ceci, mais quand vous avancez, je vous fais comme on fait au foot, hein, je vous racle. Un tacle par derrière. Voilà. Un tacle. Si ce que j'ai sollicité politiquement, vous n'arrivez pas à me donner ça militairement. Mais quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire, il y a des possibilités de substitution de certains acteurs par d'autres, si les acteurs qui sont là ne jouent pas le jeu tel que pensé par ce que vous appelez les adoubateurs. Alors, finalement, c'est pas un jeu d'intérêt, parce que là... Ah non, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Quand je dis que substitution possible, c'est que vous ne remplissez pas les conditions pour garantir mes intérêts. Donc, ça doit se passer entre Tchadiens eux-mêmes à l'intérieur. La sauvegarde et la redistribution des intérêts pour que les gens se sentent concernés par le pouvoir. Ils se sentent partie prenante. Ça doit aussi se passer entre les Tchadiens et l'extérieur. C'est-à-dire donc la sous-région Afrique centrale, l'Union africaine, pour que, au moins dans les 3-6 mois qui arrivent là, on ait une orientation claire du calendrier. Qu'est-ce qu'ils veulent effectivement faire? Et en le faisant, ils lèsent qui? Ils ne lèsent pas qui? Alors, oui, et d'autant plus que ce qui est très important, parce que nous sommes effectivement là dans des espérances déjà. Et ce que le professeur dit est d'autant plus important que ça conforte ceux qui, comme moi, modestement, ont compris que le Tchad est devenu un terrain de rivalité et d'enjeu qui dépasse même les Tchadiens. Il a parlé tout à l'heure des puissances membres du Conseil de sécurité. La France s'est déjà prononcée clairement. On sait comment la France fonctionne dans son réseau en termes d'appartenance à l'OTAN et autres. Et on a prêté aux rebelles des alliances avec la Turquie et la Russie. Pour rien au monde, la France ne voudrait que la Russie et la Turquie viennent poser leurs pieds au Tchad. Parce que, à tout le moins, la France se battra jusqu'au bout pour garder cette zone d'influence. C'est son précaré. Bien sûr, c'est son précaré. À partir de ce moment-là, nos amis devront naturellement dissoudre, s'ils ont déjà une alliance avec la Turquie et la Russie, la dissoudre forcément. Parce qu'on va leur dire, écoutez monsieur, vous n'allez pas nous amener ces choses ici. Et vous comprenez très bien pourquoi. À un moment donné, il ne fallait pas que les rebelles arrivent en N'Djamena. Parce que s'ils arrivaient en N'Djamena de façon autonome, avec le matériel russe, la doctrine russe, alors la France, elle n'avait plus de place. Or, la France a une base militaire en N'Djamena. Donc, ça, c'est un autre point. Le troisième point, c'est les moyens financiers. Le Tchad dépend à 75% du pétrole. Est-ce que le prix du baril de pétrole aujourd'hui va permettre au comité militaire de transition, à ceux qui prendront le pouvoir, d'assumer toutes les responsabilités? Parce que la dépendance financière peut vous faire des choses que vous ne vouliez pas faire dans votre propre stratégie. Or, la stratégie a au moins 3 éléments. Il faut qu'il y ait des cibles, il faut qu'il y ait des moyens financiers, humains, matériels et tout. Il faut qu'il y ait des résultats. Or, ici, l'office général voudrait bien assumer une succession. La seule chose qu'on connaît aujourd'hui, qui est revenue de façon à peu près régulière, c'est la transition doit durer 18 mois. 18 mois pour faire quoi? Est-ce que 18 mois, ça sera suffisant? Est-ce qu'on a toutes les lectures? On a plutôt l'impression qu'on leur a posé un document sur la table avec des cases à cocher. Et c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'avec le risque que si lui, il n'assume pas, on le remplace tout à fait immédiatement. C'est pour ça que je dis que les enjeux et les rivalités sont au-dessus des Tchadiens et dépassent le Tchad. Et c'est dommage que le Tchad se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Et puisque nous avons intérêt à avoir un Tchad stabilisé, un Tchad sécurisé, parce que je vous ai dit, 14% de nos exportations vont là-bas. Le Tchad est un partenaire dans la lutte contre Boko Haram. Le Tchad est un pays qui est dans la convergence économique et financière de la stratégie de la sous-région sur la perspective de transformation structurelle en 2030. On ne peut pas
après la Centrafrique, qui peine à se relever, avoir un Tchad sur qui nous comptions, un Tchad affaibli, un Tchad qui ne va pas donner les bons signaux très rapidement. C'est pour cela que, et je conclue peut-être par là, maintenant, donc, la CEMAC, en tant qu'entité sous-régionale, maître de la situation, devrait mettre en place un dispositif pour soutenir les pouvoirs publics tchadiens. Parce que je vois ça passer par un appui financier important. C'est ce que j'appelais la soutenabilité. Voilà. Un appui financier important qui devrait leur permettre d'assumer un minimum de souveraineté sur un certain nombre de choses. Parce qu'on a l'impression que, même sur le plan de leur stabilité, de leur unité, ils ne maîtrisent même pas les leviers souverains. Alors, parfait, Anta, quelles sont les marges de manœuvre que le CMT, le Conseil militaire de transition, on le sait, a dit qu'il sera là pour une durée de 18 mois. Est-ce que ce Conseil militaire ne peut pas se transformer en pouvoir exécutif du fait du support ou alors des alliances qu'on a dû évoquer? Est-ce qu'il n'y a pas une marge de manœuvre? Il n'y a pas de risque que finalement, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que ces membres du Conseil militaire de transition seront candidats à la prochaine élection? Qu'est-ce qui nous garantit que le pouvoir sera finalement remis aux civils? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un mimétisme qui se construit. Lorsque Honorable parle tout à l'heure de 18 mois, pour faire quoi? C'est parce qu'au Mali, on a dit 18 mois. Il faut reconnaître que ce qui se passe au Tchad n'est pas différent de ce qui se passe en Birmanie. C'est la même chose. Ça sera difficile. Ce qui va se passer au Tchad, il est rare, personnellement, que mes perspectives me trompent. Il y aura une parentocratie. C'est-à-dire une succession familiale. Ça va se passer un peu comme au Gabon? Certainement, ce ne sera pas le général de corps d'armée. Je vois beaucoup plus l'ambassadeur aux Émirats, son grand frère. Maintenant, cela va créer beaucoup de problèmes, même les 18 mois. Lorsque, par exemple, tout à l'heure, on évoquait le réajustement, il faut savoir, l'armée tchadienne compte 28 000 hommes dans ses effectifs. 15 000 uniquement pour la garde présidentielle, qui est une garde prétorienne gérée par l'actuel chef du comité militaire de transition. Parmi les 15 000 hommes, on parlait d'unités tout à l'heure, les 15 000 hommes, ils sont Zagawa. Cela pose déjà un problème. L'autre partie de l'armée, c'est 13 000 hommes. Il y a déjà un problème d'unité. Maintenant, il faut reconnaître quelque chose. Je suis très fier lorsque Honorable a évoqué l'aspect financier tout à l'heure. Parce que lorsqu'il disait que la CEMAC est un instrument économique, mais on ne peut pas avoir de développement, de sécurité, si on n'a pas une bonne économie. Tout à fait. Au niveau de la CEDEAO, n'eût été la franchise de la CEDEAO, les putschistes maliens seraient restés au pouvoir. Ils ont quand même été menacés. On a retiré le Mali de la CEDEAO. C'est ce que la CEMAC devrait faire, même la CAC. La CAC, retirer le Tchad de la CAC. La CEDEAO l'a fait. L'Union africaine, c'est cette pression avec la fermeture des frontières. Cette pression a mené à ce qu'il y ait un réajustement au niveau du Mali. Parce que il faut que... Et vous ne voyez pas ça du côté du Tchad? Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas bon pour l'exemple. Parce que cette zone, comme on expliquait tout à l'heure, c'est une zone qui impacte à la fois, à part le nord, comme on a évoqué, il y a même l'Afrique de l'Ouest. Cela peut servir d'exemple à d'autres armées même. Cela peut se répéter dans d'autres pays et on ne doit pas l'encourager. Au niveau des rivalités et les intérêts, il faut comprendre que
le problème qui se pose au Tchad aujourd'hui, même le président Déby l'avait expliqué dans une de ses interviews, c'était, je crois, une conférence. Ce problème vient du chaos libyen. L'axe sahélo-sahélien qui a été créé après la disparition de Kadhafi. Même Boko Haram. Il faut aujourd'hui, on peut tout dire, le maréchal était un rempart pour la lutte contre le terrorisme. La frontière entre le Tchad et le Nigeria, c'est 87 km. Mais qu'est-ce que le maréchal avait à venir, même trop foutre son nez dans les affaires de Boko Haram? C'est sous sa pression et la pression du président Biya qu'on a obtenu le droit de poursuite jusqu'au Nigeria. Donc, cela pose un réel problème. Est-ce que la stabilité de la région n'est même pas menacée? C'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ensemble des questions à se poser. Et je rejoins également ce qu'Honorable disait, à part même le prix du baril du pétrole, il y a également la production qui a baissé. Voilà. On sort avec ce communiqué de l'Union des syndicats du Tchad qui s'est donc réunie en urgence le mercredi pour parler de la situation au Tchad avec un seul point à l'ordre du jour, la situation socio-politique du pays. Après analyse profonde de cette situation, le bureau exécutif qui rejette la transition soit assuré par les militaires et fait sienne les déclarations de la coordination des actions citoyennes Wakit Tama. Donc on est loin d'être sorti de l'auberge. Bien évidemment, on est très loin d'être sorti de l'auberge. Et ce qui m'amuse un peu et puis me désole en même temps, c'est qu'on donne l'impression que le président Déby serait mort au palais, ou alors mort de suite d'une maladie ou pendant un voyage. On fait exprès d'omettre le fait que c'est une rébellion armée ou alors une opposition armée qui a décidé de marcher sur N'Djamena. Et quand on sait les conséquences directes et même indirectes que ce type de rébellion peut impliquer, les pertes en vies humaines, les civils, beaucoup plus les civils qui doivent mourir, je crois que les 18 mois dont le Conseil militaire de transition s'est attribué, c'est beaucoup trop, c'est même trop. Il devait tout au moins s'organiser avec ses alliés pour repousser, si tant c'est une guerre normale ou réelle, pour repousser la rébellion ou alors stopper complètement la rébellion et remettre le pouvoir aux civils. C'est-à-dire les civils doivent pouvoir, dans le respect de la Constitution, assurer la transition et même organiser les élections. Je crois que, comme je l'ai tantôt dit, je vais le dire encore, pour sortir, il urge, M. Bouba Gomna, que nous puissions maîtriser les enjeux. Pourquoi est-ce que nous devons être ceux qui subissons et nous pleurons? Pourquoi ne parvenons-nous pas jusqu'à ce jour, après plus de 50 années d'indépendance, pourquoi ne parvenons-nous pas à démontrer que nous sommes matures? Pourquoi? Pourquoi nous devons être guidés par certains? Je crois que nous avons nos aînés, nous avons des écoles qui forment même des Africains, des Camerounais, si vous voulez, et même des Tchadiens, pour que nous puissions véritablement assurer la relève. Mais qu'est-ce qu'on nous a vendu pour que nous puissions courir vers le pouvoir à tout prix et servir les intérêts des autres pays? Parce que ce qui arrive, M. Bouba Gomna, c'est le fait que nous ne puissions pas aimer nos pays comme il se doit. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui arrive au peuple tchadien aujourd'hui. Parce que dire même que la France serait autour de tout ce qui est en train de se passer, ça veut dire que la France a utilisé les Tchadiens pour que les Tchadiens décident eux-mêmes de détruire leur pays, de détruire ou alors d'ôter la vie du président et bien d'autres choses. Donc il est temps que nous puissions dire aujourd'hui que nous ne sommes pas des instruments. Alors sur le plan sécuritaire et humanitaire, on sort par là avec le professeur Touda et Baudé. Quelles sont les dispositions que le Cameroun doit prendre rapidement pour éviter des surprises désagréables quand on sait qu'en pareille situation, il y a un flux
de personnes qui fuient la guerre, qui ne sont pas forcément des Tchadiens, qui sont aussi des Camerounais, et qui traversent le pont pour venir à Kousséri. Et ces gens qui traversent ne sont pas toujours des personnes de bonne foi, pas forcément. Donc le Cameroun, on dit que lorsque la maison du voisin brûle, il faut se précipiter à l'éteindre le feu. Disons que comme la question a aussi deux volets, je ne vais pas beaucoup développer l'aspect sécuritaire parce que le Cameroun est un État et chacun sait ce qu'il doit faire en fonction de ce qui arrive. Et on ne peut pas non plus venir dire ce qu'on doit faire du point de vue sécuritaire alors qu'on respecte les gens. C'est stratégique. Maintenant, sur la gestion des réfugiés possibles, la première base se trouve naturellement à Kousséri. Alors, comme le même Kousséri gère déjà une bonne partie des réfugiés du Nigeria, à cause de Boko Haram, je crois qu'il y a le dispositif de gestion des réfugiés est là. Ce qui a été fait pour gérer le surplus du Nigeria. Mais de manière générale, un certain nombre de mesures ont été prises depuis. Si vous allez de ce côté-là, vous allez observer que ce n'est pas tout à fait comme ça a l'habitude d'être. C'est pour ça que je disais qu'il y a les autorités et ils ont des missions. On sait que tant que toutes les autorités sont en place, elles ont appris à l'école et aussi dans l'expérience, dès qu'il y a telle chose, automatiquement vous faites telle autre chose. Cela signifie quoi? Il y a menace sécuritaire dans un pays voisin. Automatiquement, il risque donc d'avoir un surplus de population dans votre pays que nous allons donc appeler ici les réfugiés. Ça implique, là on va les caser. Ça implique ce qu'ils vont manger. Ça implique un ensemble de mesures d'accompagnement dont un homme en détresse a besoin. De la santé à l'éducation après quelque temps, au toit, à l'habillement, et ainsi de suite. Tout ça, le registre est déjà connu. Donc, ce que le Cameroun, dans son dispositif, a l'habitude de faire, c'est que ces mouvements de réfugiés, dans la vérité, relèvent du droit international. Oui. Donc, c'est des aides de substitution aux Nations Unies que l'État qui est engagé est en train de faire. Après un temps, les Nations Unies reprennent ça à leur niveau. Voilà. Mais au début, il s'agit de secourir des gens qui sont complètement en détresse. Mais on ne peut pas le faire durablement sans l'apport du premier responsable, l'ONU. C'est lui qui gère ce genre de choses. Voilà, on termine en disant que les frontières impactent déjà sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Au même moment, le flux des déplacés enregistré à Kousséri, Moura et ailleurs a pour conséquence de provoquer l'inflation, l'inflation des prix des denrées alimentaires dans le Grand Nord camerounais. Donc c'est une situation vraiment à surveiller de très près. On va peut-être marquer une autre pause pour embrayer sur la seconde thématique consacrée au décès de la toute première dame du Cameroun, Germaine Aïdjo. Repos éternel d'une femme dont le sourire ne quittait presque jamais. Germaine Aïdjo meurt à l'âge de 89 ans à l'hôpital principal de Dakar, au Sénégal. Pays d'exil depuis 30 ans. Une nouvelle triste, mais pas surprenante. Bon, et les conditions dans lesquelles elle vit là-bas, si on vient vous annoncer la mort d'une telle personne, je crois que ça ne peut pas surprendre. Le poids de l'âge, le manque du pays, etc., etc. Le décès de l'ex-première dame du Cameroun est difficile à digérer pour les fils de Garoua, ville natale du président Aïdjo. Nous avons rencontré Issa Tiroma Bakari, qui n'a pas trouvé les mots pour exprimer sa tristesse face caméra. Le premier fils d'Aïdjo, Bakadi, que nous avons tenté de joindre, était à ce moment-là dans l'avion en route pour Dakar. Cette ville qui a chéri sa marraine,
qui n'a jamais cessé de militer pour le retour de la dépouille de son mari au Cameroun. Moi, j'attends qu'on réhabilite mon mari. J'ai entendu dire au Cameroun que je ne voulais pas rendre le corps de mon mari. Ce n'est pas que je ne voulais pas rendre. J'ai dit que je voudrais qu'on le réhabilite et que je le ramène officiellement avec sa dignité et son honneur. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai demandé. Son combat, elle l'aura mené jusqu'à son dernier soupir et que peut-être l'histoire achèvera. Et part aujourd'hui sans avoir réalisé son rêve qui était celui de ramener le corps de l'ancien président. Ainsi, on a décidé Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien à dire après cela. Sinon, le reste sera géré par l'histoire, la grande histoire. Cette infirmière, spécialiste de maladies tropicales, selon la même source, aura marqué les esprits par sa discrétion, sa sobriété et son humilité. Merci à Alain Ghislain Kanga. Germaine Ahidjo s'en est finalement allée. Elle a été enterrée à Dakar, au cimetière de Koufa, juste à côté de son mari, l'ancien président, défunt président Amadou Ahidjo. Sur le plan diplomatique, est-ce qu'on peut envisager que le corps de Germaine, à défaut que celui de son mari qui connaît quelques soucis, ne revienne quand même au pays, parce que Germaine reste quand même une Camerounaise et n'est pas forcément comptable des faits qu'on reprocherait à son mari. Premièrement, il faut rectifier quelque chose. Rien n'est reproché à l'ancien président camerounais. Je crois que c'est le 16 décembre 1991 que le président de la République, son Excellence Paul Biya, prend un texte organique, une loi, pour non seulement consacrer comme héros national, et pour, cette loi vise également à dissiper certains préjudices, comme ce qui se passe actuellement autour de ces héros, dont Ruben Oumniobé, Enes Wandié, Moumié et Amadou Ahidjo, l'ancien président de la République. Cela donc est clair. Je crois que l'article 2 de cette loi dit que ceux qui ont été inhumés à l'extérieur, leurs dépouilles peuvent être ramenées au Cameroun sous les frais du gouvernement, je paraphrase, et l'article poursuit en disant également que cela doit être fait sous la demande de la famille, mais également sous réserve de la dernière volonté du défunt et de la législation en vigueur du pays où l'intéressé a été inhumé. Nous sommes sur la forme, maintenant sur le fond. Cela donc est clair. Rien n'est jamais revenu. Ça, oui, je voulais d'abord. La raison, ce n'est pas du fait de sa famille et même sa dernière volonté aussi. J'en viens donc. Je voulais lever l'équivoque pour parce que vous avez utilisé une rhétorique, ce qui lui est reproché. Il est clair qu'il faut rétablir les choses. Maintenant, ce cas pose un problème de la responsabilité de l'État vis-à-vis de ses citoyens. L'État, par exemple, ramène des citoyens qui sont en difficulté, étant vivants, d'autres même étant décédés. Vous vous souvenez que l'un des ministres des Relations extérieures a été allé ramener des Camerounais, je crois en 2012-2011, de Guinée équatoriale qui étaient en difficulté. Cela s'est fait lors de la survenue de la Covid-19. On a ramené également des Camerounais. Maintenant, on est dans un cas spécifique qui concerne l'ancien chef d'État camerounais. Il y a donc deux volets. Une mauvaise interprétation, par exemple, que moi je fustige personnellement concernant la première dame. Il faut rappeler que la première dame n'a pas un rang protocolaire au Cameroun. N'a pas un statut. Contrairement à certains pays comme les États-Unis, où elle peut avoir
des gens à sa garde, un budget, des bureaux et autres, et un rang protocolaire. Elle est comme une dépendante de son époux. Maintenant, il y a une véracité à quel niveau? Au niveau où l'ancienne première dame disait qu'elle continuait à vivre avec son époux de l'ancienne pension, d'une petite pension, une moindre pension. Elle a utilisé une expression de son statut d'ancien fonctionnaire français, son époux. Mais également que pour pouvoir se déplacer, ils ont eu l'amabilité du gouvernement sénégalais d'obtenir des passeports sénégalais. À ce niveau, il y a un problème. Il aurait fallu que... Je salue déjà une collaboration familiale. C'est-à-dire que l'autre ambassadeur itinérant, celui qui vous avez essayé d'avoir au téléphone, effectivement, sa sœur est PCA du Palais du Congrès, cela crée quand même un énigme. Avec cette collaboration, pourquoi cela ne faciliterait pas les choses entre le gouvernement et la famille? Est-ce que c'est la première dame qui était un nœud gordien pour ne pas pouvoir résoudre cette affaire? Je ne peux pas répondre à cette question. Je voudrais chuter. Maintenant, le problème se situe à un niveau où, à un moment donné, le gouvernement devrait allouer un statut, même si l'ancien président était décédé. Peut-être parce que nous n'avons pas d'ancien président vivant. La Côte d'Ivoire nous parle. On vient d'allouer également un statut à Laurent Gbagbo que Konan Bédié en a depuis. On l'aurait remis des passeports camerounais, peut-être pas forcément un passeport diplomatique, et l'allouer, lui faire bénéficier du statut d'épouse d'ancien président de la République, mais également en reprochant également à la famille pourquoi n'avoir pas fait la demande jusqu'à présent pour ramener la dépouille de notre ancien président. Alors, justement, est-ce que c'est un problème de statut de première dame ou alors une volonté politique qui, aujourd'hui, fait que le Cameroun soit rattrapé? Je crois que mon frère Ntia l'a dit, le cadre légal existe, je crois. Il s'agit maintenant de construire une convergence politique, parce que vous avez entendu feu Madame Ahidjo, elle fait une interprétation politique de la loi de 91. Elle est clair qu'elle veut réhabiliter non pas Monsieur Amadou Ahidjo, mais le président Ahidjo. Or, la loi réhabilite Monsieur Ahidjo sans préciser de façon claire s'il s'agit de Monsieur Amadou Ahidjo, nous sommes en 91, ou s'il s'agit de l'ancien chef d'État. D'ailleurs, la loi dit que, article 1, toutes les grandes figures qui ont contribué à la construction, à la naissance d'un sentiment national, la promotion de la culture et autres, la construction du pays. Donc, je crois que la famille est fondée à réclamer cette reconnaissance politique. Et c'est bien précisément parce que au moins 2 membres de la famille sont à des positions qui peuvent faciliter la construction de cette convergence autour de la lecture politique du statut du président Ahidjo après la loi de 91 qui réhabilitait sa figure. C'est d'ailleurs en vertu de cette loi qu'on a recommencé à appeler le stade omnisport, stade Amadou Ahidjo, parce que cette loi précise que toutes ces personnalités-là peuvent jouir de l'inscription, la continuation de l'utilisation des noms sur les effigies, les édifices et autres. Cette loi dit également que les anciens présidents, ça c'est vraiment du point de vue juridique, les anciens présidents de la République sont membres de droit et avis du Conseil constitutionnel. Alors, question, est-ce que le président, feu président Ahidjo, a pu bénéficier de ce statut, sachant que la loi n'est pas rétroactive? Alors, sur quelle base, jusqu'ici, a-t-on évolué, à tout le moins jusqu'en 1996, lorsque la loi portant révision constitutionnelle, la loi du 18 janvier
consacre le Conseil constitutionnel. Donc, moi, je fais confiance à la capacité de cette grande famille à obtenir une solution définitive à ce problème. Nous savons qu'en vertu de cette loi, un certain nombre de biens qui appartenaient au président Ahidjo ont été remis à la famille. C'est vrai que, je crois, mais je peux me tromper, le problème de son bétail n'avait pas été entièrement résolu. Une partie de son bétail qui se trouvait dans un certain nombre de ranchs, cette question-là n'avait pas été entièrement soldée. Donc, moi, je crois que le cadre légal qui existe doit maintenant produire des résultats sur le plan politique. Parce que c'est une question politique. Et la position de Mme Aminatou et l'ambassadeur itinérant, d'ailleurs, qui a reçu la lettre de condoléances du président de la République au nom de toute la famille, devrait nous permettre aujourd'hui d'aboutir à une conclusion de façon à ce que, au-delà de la volonté du défunt, que aussi bien les restes du président Ahidjo que ceux de feu son épouse soient ramenés au Cameroun. D'ailleurs, j'adresse donner l'occasion d'adresser ma compassion émue à cette famille. Sur cette question justement des restes du président Amadou Ahidjo, on a suivi d'ailleurs en fond sonore la réaction de Germaine Ahidjo par rapport à la venue des restes de son défunt mari. Est-ce qu'on peut dire qu'avec son décès aujourd'hui, on peut oublier ce projet définitivement? On vous a vu, vous particulièrement, en scène, monter au créneau par rapport à cette initiative. Je pense qu'on ne doit pas, on ne peut pas, on ne devrait même pas oublier ce projet. Vous savez, nous sommes des Bantous. Et nous avons dans nos coutumes le respect de nos aînés. C'est obligatoire le respect de nos aînés et nous devons aussi respecter nos dévanciers. Et ce qui se passe avec le tout premier, si vous voulez, président du Cameroun, Amadou Ahidjo, pour moi, est tout simplement inacceptable. Même si la loi de 1994 venait à réhabiliter l'homme qu'il était, et pas le président, je crois que le gouvernement, parce que je ne parlerai pas de l'État en ce moment, aurait donné un peu plus pour que nous parvenions, n'est-ce pas, à ramener aussitôt ces restes. Parce que voyez-vous, aujourd'hui nous avons des enfants qui grandissent et pour certains qui n'ont qu'à l'esprit, le président Paul Biya, c'est le premier président du Cameroun. Vous voyez que très peu, même dans l'enseignement à l'école, on revient sur le feu président Ahidjo. Là encore, c'est un problème d'éducation. Donc, nous voulons bien amener nos enfants et dire, voilà, ici repose le premier président, ici repose le deuxième. Bon, je ne veux pas dire que le deuxième va suivre, mais c'est pour dire que ce qui est arrivé hier, pour que nous puissions éviter que ce scénario ne se reproduise, nous devons corriger avant que nous ne puissions avoir ce type de situation demain. Imaginons un instant que le président Biya se déplace et puis dans l'un de ses déplacements, on nous annonce, ce n'est pas mon souhait, on nous annonce qu'il est impossible qu'il puisse revenir au pays et qu'une autre personne a assumé la transition et déclare que le président Biya ne puisse plus revenir au pays. Ce sera un mal de nouveau pour le Cameroun, mais l'histoire serait en train de se répéter. Donc il faut que nous puissions poser des actes avec beaucoup de maturité et en mesurant les conséquences. Parce que notre histoire, c'est nous qui devons l'écrire. On ne doit pas nous raconter notre histoire et raconter avec des bouts de fils tirés d'un côté à l'autre. Nous devons raconter les faits et nous devons être capables d'enseigner à nos enfants. Donc je pense que les restes du président, du feu président Ahidjo doivent revenir. S'il y a un blocus au niveau de la famille, il n'est jamais trop tard pour s'asseoir, continuer à amener la famille à comprendre la nécessité. Parce que le président Ahidjo n'appartenait plus à la famille, tout simplement, à sa famille nucléaire. Il appartenait au Cameroun tout entier. Là, c'est la responsabilité du Cameroun
et la responsabilité de notre histoire. C'est vrai qu'on ne peut pas obliger sa famille nucléaire à céder à une volonté qui était la sienne, mais au moins dans les négociations, on peut arriver à quelque chose. Comme vous avez aujourd'hui, on a au sein de sa famille quelques personnes qui ont été nommées. Je pense que ça a été une démarche qui démontre une certaine ouverture. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Nous n'avons pas besoin d'avoir notre toute première dame hors du Cameroun, le tout premier président hors du Cameroun. Qu'est-ce qui va suivre? Nous avons intérêt à ramener, n'est-ce pas, les restes de ces personnes au Cameroun. Professeur Touda Eboude, y a-t-il une lueur d'espoir pour que cette situation soit remédiée rapidement? Vous savez, là, nous sommes dans le champ politique. Il n'y a pas d'absolu dans le champ politique. Tout se négocie en fonction des préoccupations des auteurs et des conjonctures. Je crois, de ce que je sais, que le principal obstacle, c'était la position de la défaite. Je crois aussi que la famille était divisée puisque 2 enfants sont revenus de ce côté, d'autres sont restés dans les mêmes positions. Maintenant que les 2 parents ne sont pas là, l'héritage se gère par les enfants. Les enfants, dont une partie ici, une partie ailleurs, peuvent faciliter tout ça. On n'irait pas jusqu'à dire qu'il y a un enterrement parce que c'est un homme d'État, la famille n'a plus rien à dire, non. Paix à son âme, paix aussi à l'âme du professeur Mendozé qu'on venait juste d'enterrer là. Mais vous avez vu les va-et-vient. Moi je suis à l'université, lorsqu'il y a un décès, les hommages académiques qui représentent la dernière partie où l'État intervient sont organisés par la maison, c'est-à-dire l'université. Quand nous sortons de l'amphi après les hommages académiques, on remet le corps à la famille. Mais dans tout le programme, y compris les hommages académiques, la levée de corps, c'est la famille et l'État. Chez nous, si on vous enterre dans les cimetières, ça veut dire que vous n'avez pas de village. Disons ça grosso modo. Comment vous irez donc organiser les obsèques de quelqu'un sur son terrain si sa famille n'est pas au courant? Donc on est obligé à un moment donné de mettre la famille parce que une fois la levée de corps finie, on suit la messe. Quand la messe finit, ou le culte, hein, quand la messe finit, on va au village, non? En tout cas, là où la famille nous dit que c'est ici qu'on va enterrer. Donc tout cela doit se passer en symbiose. Donc pour moi, je ne vois pas qu'il y ait un problème de fond. Il y avait des positions. Et ça pouvait aussi se comprendre. Hein. C'est madame et monsieur qui étaient là. Quand j'ai lu la note de condoléances du président de la République, il rappelle un certain nombre de choses. Maintenant, 2 enfants lui sont proches. La dernière année, il parlait de congrès. Le congrès et l'ambassadeur est ignorant. Ils peuvent faciliter tout ça. Et je ne vois pas comment, que ce soit ce gouvernement, que ce soit ce président, ou un autre qui arrivera après, serait opposé de principe à cette idée. Je crois que c'est une question de gestion collective de notre mémoire collective. Et je profite pour le dire. Lorsqu'on arrive dans une situation où on ne cite jamais que Mbida a été premier ministre et qu'Aïdjo a suivi et que le président Biya a suivi et que d'autres vont suivre, mais vous sautez. Ouais. On saute d'abord le premier pas, on arrive au deuxième et on voit les conséquences. Et après, il faut vraiment réorganiser la manière dont on gère notre mémoire collective. Vous voyez, ça me rappelle un autre truc que je peux dire comme ça. Quand on voit tout ce que Manu a fait dans ce pays et comment on l'a célébré, on peut comprendre qu'à cause du Covid, il soit là-bas. Mais une initiative gouvernementale peut demander qu'il y ait pour qu'on lui fasse les obsèques normalement. Ça, c'est pour aller aussi dans le sens des acteurs qui ne sont pas les politiques, mais qui ont marqué des générations et l'histoire. C'est même ce que dit la loi. L'article 4 dit que sur l'initiative de l'Assemblée nationale ou sur proposition du gouvernement,
d'autres Camerounais qui ne sont pas cités dans la loi, qui ont contribué au rayonnement culturel du Cameroun. On peut demander le retour de leur reste. Manu Dibango est dans cette situation. Feu Madame Ahidjo également est dans cette situation parce que, comme on l'a dit, les premières dames n'ayant pas de statut, d'ailleurs le message de condoléances du président confirme qu'elle était l'une des témoins privilégiés du passage à l'indépendance. Donc, elle a participé à la mise en place de la fondation de l'État moderne du Cameroun. Donc, son rôle ne peut pas être dénié. C'est un fait historique incontestable. Ce sont des faits historiques incontestables dont sa place est justement que, en application de cette loi, que le gouvernement prenne une initiative et propose le retour de ses restes et ceux de son mari. Et je partage entièrement ce qui a été dit autour de cette table, que sa fille et l'ambassadeur itinérant sont dans des positions, ils doivent faciliter la convergence vers cet objectif noble pour l'histoire du Cameroun. Deux dernières réactions sur ce sujet, d'abord la vôtre. Ce que je veux dire, c'est que d'où la nécessité, comme je l'ai dit tantôt, d'une assise ou d'une négociation permanente. Il ne faut pas s'en priver si c'est possible, n'est-ce pas, de ramener les restes des nôtres dans le pays natal. D'autre part, il faudrait quand même réussir. Je ne peux pas sortir de ce plateau sans fustiger l'attitude de certains qui, ma foi, du vivant, lorsque vous êtes vivant, ou alors vous êtes souffrant, ne sont pas compatissants, ne parviennent même pas à vous regarder ou vous jeter un regard, mais sont les premiers, n'est-ce pas, à crier et à sauter, non seulement pour vous adresser des condoléances, mais pour faire des bons témoignages. On peut voir le cas du professeur Gervais Mendozé aujourd'hui. Vous allez voir que plusieurs personnes qui n'ont même pas eu le courage de rendre visite au professeur, ou encore même de mettre en doute les accusations qui étaient portées contre le professeur, sont les premiers et sont même au premier rang de ces obsèques pour dire non, le professeur, nous étions très attachés, vous savez, vraiment, non, cette hypocrisie, la politique aussi, écoutez, cette hypocrisie, à un moment donné, doit pouvoir s'arrêter. Ça se vérifie sur le cas de l'ex-première dame, ça se vérifie avec Gervais Mendozé et bien d'autres. Donc nous devons être vrais avec nous-mêmes. La sincérité. Si nous voulons évoluer dans un monde dont nous projetons tout le bien pour les futures générations. Il ne faut pas se limiter aux mots. Il faut être sincère. Moi, ce que je vais dire, je pense que l'espérance est là. Diplomatiquement, tout est possible. Il n'y a aucun... je ne pense pas qu'il y ait aucune pesanteur, aucune conditionnalité qui puisse empêcher que les restes de l'ancien président ou bien de la première dame entrent au Cameroun. Maintenant, l'espérance s'appuie sur la bonne collaboration des deux enfants que nous avons évoqués ici tout à l'heure. Maintenant, il va falloir faire preuve d'humilité, de réalisme également, en faire la demande. Les textes organiques ont quelque chose de particulier, c'est que ces textes prennent effet, ils sont à effet immédiat. Donc, si la demande est faite, si elle avait même été faite, moi je pense que le président de la République, le président Paul Biya, aurait fait organiser des obsèques nationales pour l'ancien président et avec toute la réhabilitation qu'il faut. Maintenant, tout cela peut être fait, il faut un peu plus d'humilité. Je le dis également lorsque le professeur évoquait ici tout à l'heure, le professeur Touda, dans les départements d'histoire du Cameroun, il y a une unité de valeur qui est consacrée, je crois, c'est en 4e année, les grandes figures de l'histoire. On enseigne, le président Ahidjo fait partie, avec toutes ces grandes figures, les Bernard Fonlon et autres. Maintenant, je veux rejoindre le président Matomba. Je fustige également le syllogisme d'une certaine opposition et de certains hommes politiques qui veulent tirer un avantage négatif de cette situation pour essayer de créer un certain nombrilisme qui peut être
régional ou identitaire est dangereux pour notre pays. Merci, cher monsieur, c'est terminé. Professeur, merci d'être venu. Merci à vous, honorable. Merci également, monsieur Tcha. Merci, Serge Espoir Matomba. La rediffusion, la première rediffusion de ce programme, ce sera ce soir, quand il sera 23h30. La seconde, demain, à 23h, pour ceux qui n'ont pas pu regarder cette émission. Et restez scotchés juste derrière moi, c'est bien sûr le président, le Raïs, président Chop Chop, qui prend les commandes avec la République Djambolès, Djambo, juste derrière. Il ne reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, à regarder les programmes de Canal 2 International et surtout, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien le bonjour.